Toponymie. L'étude des noms de lieux, leur origine, leur rapport avec la langue parlée actuellement ou avec des langues disparues. Ensemble des noms de lieux d'une région, d'une langue. Toponymie française en Saskatchewan. Ben, j'ai ici à côté de moi un crâne. Alors on le voit bien, qui est un crâne sculpté. Et ben, quand je l'ai vu, j'ai dit, il est trop beau. Je veux le voir à peu près tous les jours, donc je veux le ramener chez moi. Et c'est un crâne particulier parce que ce n'est pas un crâne de bison, ce n'est pas un crâne de bœuf, c'est un crâne de buffle d'eau, et donc qui a été réalisé en Asie du Sud-Est. Et je le trouve fantastique parce qu'il est plein de représentations, hein? Et au centre, on a ici la tête de Sitting Bull, et avec de chaque côté des plumes et des têtes d'aigle pour les arcades sourcilières, une tête de loup ici, des plumes plus bas, hein, pour l'appendice nasal, et tête de cheval, etc. Mais ce que je trouve fantastique, c'est ça, c'est qu'on est aux antipodes finalement de l'Amérique du Nord. Et qu'est-ce qu'on représente ici? On représente finalement à la fois, tout un milieu, enfin, on va dire un écosystème euh, euh, avec une représentation d'Autochtones en plus. Et pour moi, c'est un symbole de mondialisation. C'est-à-dire, on a beau être partout sur la planète et avoir un type de représentation comme ça. Alors pour moi, c'est ça. C'est la mondialisation, elle s'incarne à travers ce crâne-là. Faire connaître le patrimoine toponymique francophone de la Saskatchewan, voilà le rêve et l'œuvre du pédagogue et professeur Carole Léonard. Après plus de 2 décennies de recherche, il publie le répertoire toponymique intitulé Mémoire des noms des lieux d'origine et d'influence française en Saskatchewan. Il prépare ensuite une carte correspondante présentant d'un coup d'œil l'ensemble des 2500 noms de lieux français en Saskatchewan. Aujourd'hui, cette carte est affichée dans les couloirs de toutes les écoles fransaskoises. Elle est disponible pour les salles de classe et elle est distribuée à travers les écoles d'immersion françaises. Elle appartient à des collections de plusieurs universités et centres d'archives à travers le monde. La carte est devenue un moyen de réappropriation de l'espace francophone, un outil de conscientisation de la richesse des noms et un instrument de défense de la légitimité de la présence de la langue française en Saskatchewan. Je rêvais de faire cette carte-là dès le début et je rêvais qu'elle soit exposée dans les écoles. C'est difficile pour moi d'imaginer ce que des jeunes, dans quelques années, le regard qu'ils porteront sur ce patrimoine-là. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il contraste. Il est fort différent de ce que la carte touristique nous révèle. Et déjà là, pour moi, cette carte-là est de nature à produire un effet. Ce que j'ai recherché, c'était de créer de l'attachement chez le jeune, c'était de créer de l'étonnement, de créer un sentiment de légitimité, voire peut-être même de fierté. Ceci évolue maintenant. L'avenir leur appartient. Ils en feront ce qu'ils voudront, mais c'est là. Je voulais absolument pas qu'aucun nom français ne m'échappe. Et en faisant cela, ça a fait surgir un paquet de problèmes, de choses qui sont très difficiles à surmonter, des nœuds gordiens très difficiles à dénouer. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte qu'on a des noms qui sont extrêmement bien français. À d'autres moments, on peut avoir des noms où on ne peut absolument pas soupçonner qu'ils puissent être français. Mes recherches m'ont amené à en découvrir beaucoup plus. Donc, de 50, un jour, je me suis retrouvé avec 2500 noms de lieux français de la Saskatchewan.
What's in the name? La question est toujours What's in the name? La réponse, c'est il y a tout. Tu ne peux pas fonctionner dans la vie sans référence au nom de Dieu. Où est-ce que tu t'en vas? Je m'en vais à. D'où tu viens? Où aimerais-tu aller? On ne peut pas le faire sans nom de lieu. Un nom a 3 fonctions fondamentales. La première fonction, c'est une fonction de localisation. Désigner un lieu. C'est là. Ça porte tel nom. Il individualise le lieu. Je dirais même qu'il humanise le lieu. Le deuxième, c'est l'orientation. Je vais de tel endroit à tel endroit. C'est essentiel. L'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne, dans ses déplacements. Il y a besoin des noms de lieux pour s'orienter. Et la troisième fonction, qui est très importante également, et qui donne, à mon sens, une dimension supplémentaire au pouvoir, à la puissance du nom de lieu, la dimension symbolique. Et c'est peut-être ce qui explique que les Autochtones, entre autres, se refusaient à donner le nom de personnes à des lieux. En revanche, il leur arrivait de donner des noms légendaires ou en référence à la spiritualité. Mais encore là, faisant en sorte que l'humain, lui, reste à ce qu'ils considéraient eux être sa place, c'est-à-dire celui qui est au service d'eux, et plutôt que celui qui se met en évidence. Sur le 4, on voit qu'il y en a dans toutes les régions, et ça donne une impression un peu à plat. Mais dans le fond, quand on regarde les noms apparaissent pas tous en même temps. Donc, apparaissent à différentes époques. Il y a l'époque du régime français. Bien entendu, les découvreurs étaient surtout au Manitoba. Ils ont quand même nommé des entités, des rivières. Donc, les rivières se moquent un peu des frontières, elles, et des rivières de la Saskatchewan. Je pense à la rivière Souris. Je pense à la rivière Assiniboine, la rivière aux Vieux-Hommes, etc. Mais il y en a très peu de noms qui datent de cette époque-là. L'époque la plus riche, c'est celle de la traite des fourrures, de la reprise de la traite après 1763, après le traité de Paris. La période qui vont apparaître, bien entendu, les descendants de ces voyageurs-là, bien qu'ils étaient présents dès le début. Les Métis, les naissances n'attendent pas la fin d'une époque pour se produire. Il ne faut pas oublier que c'est des toponymes métis. Les métis étaient à l'aise dans les deux langues, très souvent. Les missionnaires vont très peu se mêler des affaires de nommer des entités naturelles comme des lacs, des rivières, etc. Très tôt, ils vont se limiter à nommer les missions et les dessertes. Alors là, pour la Saskatchewan, il y a pas une bonne centaine de missions qui ont eu des noms français. Un grand nombre d'entre elles ont disparu. D'autres sont devenues des paroisses à l'intérieur de villages naissants. L'époque de la traite des fourrures a vraiment été l'âge d'or du français dans l'Ouest canadien. Les voyageurs étaient des jeunes gens et donc ils ne maîtrisaient pas les langues amérindiennes. Et donc, il y avait une nécessité pour eux d'avoir des repères. Dès qu'on touchait à l'eau, dès qu'on lançait les canaux, c'était en français que ça se passait. C'est que contrairement à l'époque de la colonisation, où on a couvert finalement les prairies de nouveaux noms, d'une nouvelle strate de noms totalement nouvelle, ce qu'on a fait à l'époque, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'on a traduit des noms autochtones en français pour que les gens dans le canot puissent se repérer. Elle témoigne des relations avec ces Autochtones-là, mais en même temps, elle nous renvoie aussi à des noms de lieux autochtones. La montagne d'Orignal, ou le lac au Castor, ou le portage de la Loutre, etc. Qu'on se dise bien souvent que derrière ça, il y a des toponymes autochtones. Et que le fait de découvrir ces noms français de cette époque nous amène les chercheurs à pouvoir se pencher sur ces noms-là pour essayer justement de découvrir la strate sous-jacente des noms autochtones qui étaient déjà présents là. Par la suite, il y a la colonisation. Alors là, la colonisation, bien entendu, c'est énorme et les francophones vont avoir, comme je mentionnais, tendance à nommer des lieux, à reproduire les noms des lieux d'où ils venaient. Et quand est venu le temps de fonder des villages, bien, ils ont donné
des noms, non pas inspirés de là où ils étaient dans l'Ouest, mais des noms qui venaient de l'Est, parfois même d'Europe, comme on le sait très bien. Quand il y a des feux de forêt, on doit envoyer des gens maîtriser ces feux, mais les envoyer où quand on n'a pas de nom? Alors, le fait même de nommer des lieux était extrêmement important. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on cherchait des banques, des bassins de noms dans lesquels on pouvait puiser, et on s'est dit, les soldats morts à la guerre. Pourquoi pas ne pas donner ces noms-là à des entités dans le nord, que ce soit des lacs, des îles importantes, des baies, des rivières, etc. Pourquoi donc essayer de répertorier tout ça? L'idée est assez simple ici. On a des témoins de la présence des francophones au cours du temps. Ces témoins-là deviennent une forme de patrimoine. Un patrimoine qui n'est pas accessible, un patrimoine qui n'est pas connu, est un patrimoine qui n'existe pas. Chaque façon qu'un groupe de nommer correspond à une manière d'être présent au monde. Et que ce patrimoine-là appartient en quelque sorte aux francophones, appartient à la Saskatchewan, mais appartient surtout à l'humanité. Mais cette terre-là, elle est en partage avec d'autres. Et ça, c'est beaucoup plus important. Comme je vous disais, à un moment donné, on peut avoir un même nom en partage avec deux communautés, anglophones et francophones, avec des autochtones même. Qu'on pense à Tête Jaune. Okay, Tête Jaune, mais Tête Jaune était un Iroquois, comme on le sait. Donc, son nom appartient à la fois à l'héritage francophone, à l'héritage autochtone. Il y en a une multitude comme ça. En étalant sur la carte tous ces noms français-là, l'objectif qui était poursuivi, c'est précisément deux choses. La première, c'est de faire en sorte que ces gens, les jeunes, soient conscients, au courant de cette richesse de noms et que cette carte-là leur rappelle deux choses. D'abord, la légitimité qui est la leur. Nous sommes des habitants de la Saskatchewan parce que nous y avons été depuis fort longtemps et que nous y sommes toujours. Donc, c'est une légitimité dans l'espace et c'est une légitimité dans le temps.